On a décidé de s'associer maintenant à tout mouvement qui irait dans le même sens que nous, qui voudrait montrer un lien social entre toutes ces professions qui ne veulent pas de cette réforme. Voilà, tout simplement. La réforme des retraites, c'est une réforme qui vise en fait à prendre en compte toute la carrière, y compris les temps, les périodes de temps partiel, les périodes de bas salaire, les périodes d'interruption d'activité. Donc ça veut dire que tous ces temps très précaires de travail, tous ceux qui ont les carrières les plus précaires, ça va être répercuté complètement dans le niveau de pension qui sera calculé à la fin. Donc évidemment, comme c'est les femmes aujourd'hui qui ont les carrières les plus précaires, c'est celles qui vont prendre qui vont être les premières victimes de cette réforme des retraites. D'abord, nous allons devoir travailler de 62 à 64 ans, c'est-à-dire 2 ans de plus pour pouvoir toucher une retraite à taux plein. Ensuite, nos cotisations vont doubler. Elles vont passer de 14 à 28%. Et donc, ça va donc alourdir les charges et notamment des petits cabinets. C'est une remise en question de la défense principalement dans les territoires et donc de l'accès à la justice. C'est donc la mort programmée de très nombreux petits cabinets. On est là. On est là, même si Macron ne veut pas, nous on est là. Vous voyez aujourd'hui la mobilisation des professeurs, on n'est pas quand même des milliers de débiles à ne pas comprendre ce qu'on nous raconte. Non, on s'informe, on va sur les médias indépendants, on lit les rapports des économistes, etc. Et nous, on a bien compris qu'on allait y perdre. De toute façon, c'est pas difficile. Hein. Moi, je perds 1 000 € par mois sur ma future retraite. C'est pas une grève d'égoïsme, c'est pas une grève de corporatisme, c'est une lutte de l'ensemble de la classe ouvrière de France contre cette réforme inique et dégueulasse qui vise à nous faire travailler tous plus longtemps avec des pensions plus basses et qui vise à aussi faire en sorte qu'on soit obligé d'avoir recours à des boîtes privées. Comme AXA qui en fait la pub, hein, vos retraites vont baisser, achetez nos produits, comme BlackRock, il nous oppose la légitimité de l'élection. Mais c'est un mensonge absolu. Jamais Macron a dit vous aurez des retraites plus basses et vous travaillerez 10 ans de plus. C'est faux, c'est un mensonge. Je pense qu'il faut que l'obstination du gouvernement cesse. On lui avait vendu dans un beau paquet cadeau l'idée d'un système universel de retraite par points. Une fois déballé, on s'aperçoit que le système en question ne fonctionne pas du tout. Il se délite de toutes parts. Donc arrêtons les dégâts tant qu'il est encore temps. Il n'y a pas de république sans idée de justice sociale, disait Jaurès. Bien, c'est ce que nous portons en tant que syndicat. Il est assez inadmissible que d'un gouvernement qui a décidé la baisse totalement démagogique de 1 € de la redevance de l'audiovisuel, c'est-à-dire 1 € sur l'année, c'est 25 millions en moins et on nous demande 20 millions d'économies à Radio France. C'est-à-dire cette mesure démagogique peut être directement reliée au fait que l'on sabre à Radio France. Eu estava querendo a minha inocência. Somente a minha inocência é o que eu desejo. Não quero o favor da justiça, não quero benevolência, eu quero a minha inocência. Ou eles provam que eu cometi um crime e me punam de verdade, ou eles já reconheçam qui fizeram uma farce juridique pour m'y prendre. Ici, on est au siège de la Fondation Armée du Salut, dans le 20e arrondissement. Et on est derrière le siège, il y a une épicerie sociale qui était ouverte jusqu'alors et qui a fermé avec le confinement du Covid, enfin lié au Covid-19. Et donc nous, on a récupéré ces locaux pour monter un dispositif de distribution alimentaire où on récupère des paniers repas et des livraisons tous les matins et on va livrer environ 1400 personnes par jour, donc 2800 repas par jour. Ce qui est assez nouveau, c'est qu'on envoie aussi des denrées directement dans tout un tas de centres d'hébergement sociaux qui sont gérés par le SAMU social ou d'autres structures. C'est un des bénéfices de la crise. Il y a un rapprochement très sérieux qui s'est opéré entre les différentes associations pour faire en sorte que le moins de denrées soit perdu
Donc on récupère tout ce qu'on peut et puis on assure des livraisons. Plus de 120 familles accueillies. On a fini un peu tard. On s'attend à avoir aussi beaucoup de monde aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des questions? Il est 12h40, on va commencer. Bonne distribution à tout le monde. Le déclic, c'est de se dire qu'il y avait des dons alimentaires et il n'y avait pas forcément assez de personnes au début pour distribuer. Ou en tout cas que prêter main forte, ça pouvait être utile. Et je suis impressionné par la structure en fait, qui est capable de grandir, d'ouvrir un site de distribution en une semaine dès qu'il en a eu besoin. Et je suis impressionné par l'organisation. Je comprends qu'on puisse débloquer autant d'argent aux entreprises, mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi on n'a pas pensé d'abord plutôt à ceux qui font aujourd'hui les beaux jours de ces grandes entreprises. Parce que sans eux, sans ces petits gens, ces entreprises ne fonctionneraient pas. Les familles qui vivent ici sont des familles qui travaillent. C'est des familles malheureusement qui ne gagnent pas bien leur vie, puisqu'ils ne sont pas payés à la hauteur de ce qu'ils devraient être, avec des gens qui clairement se retrouvent face à une crise sanitaire. Cette crise sanitaire, elle va toucher tout le monde, mais pas de la même manière. Se rajoute dans ces territoires la crise sociale. On sert environ 350 à 400 personnes par jour. Beaucoup de migrants, beaucoup les SDF. On donne entre 70 à 80 familles. Et cela nous engage aussi à préparer des paquets familles qui est beaucoup plus consistant. Ce sont des gens qui n'ont jamais pensé que dans leur vie, ils arriveraient à cette situation, à venir gonfler les rangs des SDF ou des personnes en grande difficulté. C'est des gens qui travaillaient jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, à mi-temps, peu importe. Mais ils avaient toujours quelque chose dans le frigo, ils arrivaient à s'en sortir. Aujourd'hui, ils sont venus, ils font la queue. Et on voit dans leur regard, on voit dans leurs gestes qu'ils sont peinés de venir et qu'ils n'ont pas d'autre choix que de venir. Pareil, on va poser les cases directes. On a une période qui est difficile, on a beaucoup de gens qui n'étaient pas tout à fait dans la pauvreté, qui tombent dans la pauvreté avec les baisses de revenus liées à la crise sociale qu'on a en ce moment. Et c'est vrai qu'on a aussi, comme souvent dans ce quartier, de très beaux élans de solidarité. Et il me paraît important de les saluer et de redire aussi, au regard des caricatures qu'il y a eu sur le 18e arrondissement et sur la Goutte d'Or, que ce quartier, cet arrondissement valent beaucoup mieux que ce que certains se plaisent à en dire sur les écrans de télévision très régulièrement. Vous êtes venu aujourd'hui sur cette distribution de manière totalement naturelle et vous l'avez déjà fait avant de manière très discrète. Pourquoi? Bon, d'abord parce qu'on traverse une période un peu délicate, compliquée. On découvre tous et j'ai cherché aussi à mon niveau comment je pouvais participer, comment donner aussi un sens à ma vie dans cette espèce de parenthèse où finalement on se sent assez inutile. Et très vite, je me suis tourné vers évidemment l'associatif. Et cette distribution de repas gratuits aux gens qui vivent dans ce quartier du 18e arrondissement m'a semblé tout à fait, une démarche tout à fait naturelle. La distribution alimentaire, là aujourd'hui c'est notre dernier jour. Malheureusement, mais c'est aussi le 68e jour. Donc ça fait déjà un petit moment qu'on a commencé. Donc aujourd'hui on pousse un cri d'alarme vraiment aux politiques, aux responsables. On les appelle à l'aide, on leur demande de réagir. Les gens dans la rue ont faim. C'est la pauvreté qui change, c'est un visage nouveau. Alors moi je le découvre aussi parce que je suis nouvelle dans l'association. Je vois la pauvreté, je vois la faim, mais je vois surtout des personnes de notre âge, de ma génération qui perdent leur travail. J'ai l'impression que c'est quelque chose d'énorme qui s'ouvre, c'est une fente énorme. En été 2017, j'étais en garde à vue tous les 15 jours en fait. La garde à vue était ma routine, j'ai fait 11 gardes à vue. Il y a eu 5 perquisitions, il y a eu 2500 personnes qui sont venues jusqu'ici. J'ai été contrôlé pendant plus de 2 ans là, autour de mon domicile. Je suis toujours mis en examen depuis 3 ans. J'ai reçu le rapport là, de la police. Ils ont mis la voiture de mes parents sous balise GPS. Ils ont mis mes voitures sous balise GPS. Ils ont mis mes téléphones sous écoute. Ils ont appelé tous mes clients pour les dissuader de m'acheter mes produits, pour dire attention, vos chèques, ça va vous en porter des problèmes. Tous mes clients ont été convoqués depuis l'année 2013, toutes les personnes qui m'ont fait des chèques. Et donc ils m'ont mis la pression, quoi. Ils m'ont mis la pression pour que je ferme ma gueule. Et tout ça pour arriver à quoi? À ce que je sois relaxé.
Et à un moment, c'est pour ça que dans ce procès, ce relax, c'est pas la relax de Cédric Herrou, c'est la condamnation de l'État. De cette société-là, on n'en veut pas. De cette société-là, on n'en veut pas. Moi, j'ai plus de 30 ans d'ancienneté, je touche 950 € net par mois. Au début, on a été presque des héros, comme ils ont dit. Maintenant, on est redevenus des zéros. Donc, vous avouerez que pour vivre, c'est un peu compliqué. Ah, je pense que vous l'avez reconnu, c'est Bernie Sanders. Je vais rentrer dans le local de Bernie Sanders ici, qui est à Oakland. Oakland, c'est une grande ville de Californie, la 8e de Californie, qui est juste à côté de San Francisco. Ça a été la ville de Jack London, c'était la ville des Black Panthers. Donc on sera en direct d'ici. Et on parlera avec des militants, les militants de la campagne de Bernie Sanders et Luxe Suprême, des militants qui parlent français. Il y a bien une trentaine de personnes qui sont à pied d'œuvre là aujourd'hui, en train de refaire le point sur les listes électorales, sur les bureaux, sur un peu la stratégie digitale et puis aussi sur le porte-à-porte. On a ici le planning du porte-à-porte, quartier par quartier. Là en septembre 2020, ça fera 4 ans que j'ai changé de vie. Et tu faisais quoi avant? J'étais sage-femme à l'hôpital de La Fontaine à Saint-Denis. Pendant combien de temps? 13 ans. L'hôpital public ne représentait plus vraiment mes convictions, dans le sens où depuis qu'on est à la tarification à l'acte, en fait, c'est pas le soin qui est valorisé, mais vraiment l'acte. Et il faut que l'hôpital soit rentable. Et pour moi, c'était incompatible. Et du coup, au début, je m'énervais 1 heure par jour, après 2 heures par jour, et après toute la journée. Et moi, j'avais vraiment fait ce métier pour être en équipe, pas pour être toute seule dans mon cabinet. Donc comme l'hôpital me convenait plus, j'ai réfléchi à ce que je pouvais faire d'autre. Et nourrir des gens, ça me plaisait bien. Et du coup, je me suis tournée vers le maraîchage. Je crois qu'il y a aussi un engagement par-delà les opinions que l'on peut avoir dans les grands votes nationaux, que l'on se qualifie de droite ou de gauche. Il y a tout simplement l'aspiration à retrouver une ville saine, propre, dont les élus seraient irréprochables et pas en permanence sous les fourches codines de la justice. On va vous raconter ce qui se passe au CHP, chez nous sur les urgences, au lieu de maltraitance, des heures sur un brancard, voilà une escale. L'hôpital d'avant, on n'en veut pas, on n'en veut plus. On a goûté là pendant quelques semaines à quelque chose qu'on aimerait avoir tout le temps, des moyens, des lits, une reconnaissance, un peu plus concrète maintenant que des paroles et puis des applaudissements. Donc là, on voudrait vraiment que l'hôpital de demain soit pas celui qu'on a connu avant cette période de crise. On veut vraiment un changement. Qu'on nous refuse ce simple moyen d'accueillir nos patients, ça n'est plus toléré. Donc là, il va falloir changer de braquet sur ce fameux Ségur de la santé et faire des propositions claires en termes de refinancement de l'hôpital public, parce qu'il y a des retards monstrueux en économisant tous les ans 1 milliard par-ci, 1,5 milliard par-là. C'est 6 milliards qu'il faut nous redonner sur l'investissement à l'hôpital. C'est 6 milliards qu'il faut nous redonner aussi pour les 300 € pour les salariés. Et puis, il faut embaucher et réouvrir des lits. En tout, c'est en urgence un collectif de 15 milliards qu'il faut débloquer. Fatigué, on l'a vécu, on a fait que notre travail, mais on est au bout du rouleau parce qu'on a fait avec ce qu'on avait, on n'avait pas de moyens, on a fait avec le peu de moyens, que ce soit du matériel, que ce soit avec le personnel. C'est bien que l'État ait dit que c'était des héros, mais maintenant il faut passer aux choses concrètes, c'est-à-dire investissement massif dans les salaires, notamment des infirmières, des aides-soignantes, une réorganisation de l'hôpital qui ne gère plus le manque de lits, qu'il ait toujours des lits d'avance, parce qu'on voit bien que quand une épidémie c'est très important, qu'il revoit la gouvernance, peut-être moins administrative, moins technocratique, et avec plus de professionnels de santé dans les décisions de l'hôpital. Ça a été un vrai chamboulement, quoi. C'était une
une bombe atomique à l'hôpital. Il y a eu beaucoup de changements, beaucoup d'adaptations à faire au niveau de toutes les équipes, autant administratives que soignantes. Cette fresque rend hommage en effet aux victimes des violences policières, condamne aussi les violences policières de certains policiers. Je précise, les violences policières ne concernent pas, ne sont pas à mettre au crédit de tous les policiers, loin de là, mais on le sait très bien, et je ne suis pas le seul à le dire d'ailleurs, même des responsables au plus haut sommet de l'État reconnaissent qu'il y a au sein de la police nationale des policiers qui font preuve de violence jusqu'à, je dirais, tuer des personnes. Et c'est malheureusement le cas pour beaucoup d'affaires qui ne sont pas encore, au moment où je vous parle, élucidées. La question, c'est quelle est la place de la police dans nos sociétés ? Quand, par exemple, les policiers estiment, parfois à raison, être le dernier rempart de la République, ça pose question. Et avant tout pour la République. C'est vraiment ça, le dernier rempart de la République? C'est vraiment ça, le dernier service public? La police? C'est pas la poste? C'est pas la santé? C'est pas... Et on voit bien comment ça résonne dans cette période extrêmement difficile et trouble autour des libertés qui sont assiégées, qui prennent des coups de butoir, etc. Donc le film, il parle de ça. Il parle profondément de la démocratie. Hey, tous ensemble, tous ensemble, hey, hey, tous ensemble, tous ensemble, hey, hey, tous ensemble, tous ensemble, hey, hey, tous ensemble, tous ensemble, hey. Qu'est-ce qui lui a reproché? D'avoir exigé d'une entreprise qu'elle protège ses salariés il y a 3 mois, au moment où il n'y avait pas de masque. Et donc le gouvernement jouait là-dessus. Et on voit que depuis lundi, le masque est obligatoire. Il avait raison, il faut se féliciter qu'il y ait des inspecteurs du travail. Il n'y en a pas assez d'ailleurs. Eh bien qu'ils fassent leur travail et qu'ils fassent tout simplement respecter les lois et en la matière, respecter la santé des salariés. Ce soir on est à l'after. Ce soir on est à l'after. T'es pas à terre, tu nous fais le mec plein. T'es une frère, tu nous fais la meuf bien. Que de la maladie en haisse là. Faut pas sur nous pour te mettre bien. C'est aussi un moyen de venir en aide à ces enfants qui sont ou seront malheureusement en situation de difficulté. À midi, on a appris par la direction que les services des urgences de l'Hôtel-Dieu allaient fermer le mercredi et que nous étions la dernière équipe de nuit à travailler et qu'à 7 h du matin, le service des urgences était fermé. Les arrêts maladie tombent tous les jours. Il y a des collègues qui démissionnent. C'est la première fois qu'on voit des démissions aussi rapides. Enfin, c'est des prises de décision. C'est un mécontentement en règle générale. Je pense que tout le monde est fatigué du mal-être en fait, de l'hôpital. Sur ma pancarte, nous avons écrit « L'école pleure, mais n'a pas peur ». Je suis enseignante et malgré le chagrin, malgré l'émotion qui m'étreint depuis 2-3 jours, là, je me dis bah non, il faut continuer à aborder ces sujets-là avec les élèves. Moi, je suis enseignante de français en lycée et j'aborde tous les sujets qui sont un peu justement difficiles, comme la tolérance, les intégrismes, même le féminisme. Je leur explique quelle est l'histoire de ces... Enfin, le fondement en fait de ces inégalités parfois, le fondement de ces heurts. Et je pense que c'est important, toute parole doit être dite, doit être prononcée, parce que c'est comme ça qu'on apprend à vivre ensemble. Et je pense que c'est les valeurs de la République, c'est ça l'école. Dans cet hôpital, malgré tous nos efforts, toute notre bienveillance, toute notre capacité, c'est un superbe hôpital ici. Les conditions de travail sont pénibles, parfois dangereuses, on le sait. Mais le pire, c'est la façon dont on accueille les patients maintenant. Les durées d'attente, les brancards agglutinés. Moi, je travaille aux urgences la moitié de mon temps. Le personnel soignant qui se bat la nuit, vraiment seul, pour trouver des lits. Ça n'a pas changé. Et donc, j'ai vraiment beaucoup de regrets. Je pense que je serais utile ailleurs, mais je fais partie des gens qui vont partir. Malgré les paroles qui semblaient être apaisantes d'Emmanuel Macron, on voit que derrière, le préfet allemand cherche la confrontation et s'attaque directement à un cortège pacifique avec une manifestation déclarée. Oui, c'est dangereux aujourd'hui. On voit des projectiles, des fonctionnaires de police qui nous arrivent directement dessus. Ils arrivent devant, ils arrivent derrière. Je pense qu'il y a une volonté
de violences manifestes. On songe à des moments de manifestation qui ont conduit à des violences extrêmes dans l'histoire de France. Et je crois que c'est à ça qu'on assiste aujourd'hui. Ils ne supportent pas la victoire symbolique et politique qu'on a obtenue sur la loi sécurité globale. Ils ne supportent pas de ne plus avoir le pouvoir et ce renversement qu'on est en train de faire. Mais on va continuer, on criera liberté, liberté, parce que c'est de cela dont il s'agit en France aujourd'hui. C'est la liberté qui est en danger. Regardez, ça devient vraiment dangereux, mais on continuera à défendre nos libertés. Moi, je me suis engagé dans la police nationale pour défendre les libertés individuelles et l'intérêt général. Et aujourd'hui, les libertés individuelles sont de plus en plus oppressées par la police, pas par les policiers eux-mêmes, par les ordres qu'ils reçoivent. Et il y a certains comportements qui se sentent libérés, comme on a pu voir dans l'affaire avec Michel qui s'est fait tabasser pour policier. Donc moi, je ne veux plus être associé à cet uniforme, je ne veux plus porter cet uniforme. Le dernier pare-feu qu'il y avait pour un contrôle citoyen de la police, c'était de pouvoir filmer. Et ce film, dorénavant, ne va plus être possible parce que la loi va engendrer de l'arbitraire et du subjectif. Il va falloir définir si oui ou non les gens qui filment les policiers le font dans un but de nuire, ce qui est complètement impossible, à moins d'être Madame Irma. Donc, et d'autant plus que cette loi ne vise pas du tout à protéger les policiers, parce qu'il y a déjà des lois qui existent quand des gens sont menacés ou harcelés sur les réseaux sociaux, voire menacés de mort, c'est des peines qui vont de 2 à 5 ans de prison. Si en 2022, on y va sans porter un espoir, sans montrer qu'il est possible de changer radicalement nos vies et de rompre avec ce système, eh bien, on n'arrivera pas à convaincre les électeurs, notamment les électeurs de gauche, de retourner aux urnes. Il faut véritablement avoir un programme de rupture et montrer que c'est possible en même temps. C'est ce que nous espérons pouvoir porter lors des prochaines échéances, parce que l'élection présidentielle, elle sert à ça. Elle ouvre un débat sur le pays pour les grandes transformations apportées pour notre pays dans les 5 ans qui viennent.